Bienvenue dans Passion Patrimoine. Dans ces podcasts, nous irons à la rencontre du monde très fermé des CGP, à la rencontre de bon nombre d'entre eux, avec des portraits, des témoignages, des analyses également du contexte, du marché, des opportunités en toute sincérité et sans tabou. Est-ce que tu connais cette phrase ? Mon premier invité s'appelle Stéphane Vautron. Il est Asset Management chez JP Morgan ou JP Morgan, tu m'as corrigé tout à l'heure. Les deux fonctionnent. Bonjour Stéphane. Bonjour, comment ça va Karine ? Alors, est-ce que tu connais cette fameuse phrase ? C'était un peu mon intro. Il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Tu connais ça ? Absolument, oui. C'est un adage assez classique. En gros, quand ça va mal, il y en a des moins jolis aussi. Les Anglais disent parfois "Where there's shit, there's money". C'est un peu c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'effectivement, les bonnes affaires se font quand ça va mal, et c'est précisément quand personne n'a envie d'acheter que tu achètes bien. Le tout est de savoir est-ce que tu peux tenir ta position, est-ce que tu peux le faire suffisamment longtemps, et est-ce que tu n'es pas en train d'attraper, pour utiliser une autre expression boursière, un couteau qui tombe. Un couteau qui tombe. Alors, tu vois, c'est bien, tu nous mets directement dans le bain. On va forcément parler, bien sûr, money, économie, mais surtout, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et puis je suis ravie de t'avoir dans ce premier podcast. Je suis très honoré. Attends, je teste avec toi le truc. C'est de revenir sur cette fameuse profession qui était malmenée quand même un certain temps, celle des CGP ou des CGPI. Est-ce que tu la connais, toi, la distinction ? Est-ce que tu as été l'un et l'autre ? Est-ce que tu as fait les deux ? Est-ce que... écoute, moi, je suis agnostique en la matière. Moi, je parle à tous nos amis distributeurs. Donc, qu'ils soient indépendants ou non, je parle au CGP. Bon, la distinction est plus réglementaire qu'autre chose. Ils exercent le même métier. C'est vraiment... Voilà, c'est une parenthèse. C'est juste pour ajouter un petit peu de complexité dans ce monde qui était bien trop simple. Ouais, c'est ça. I pour indépendant. Alors moi, j'ai déjà envie de revenir sur l'homme, c'est-à-dire le cœur de ce fameux asset management. Est-ce que tu voulais faire ça quand tu étais petit ? Alors petit, non, j'irais pas jusque-là. Tu voulais faire quoi ? Petit, c'était plus pompier, rien à voir. Non, rien à voir. Mais bon, je pense que c'est rarement un métier que tu as de faire quand tu es petit. Déjà pour une bonne et simple raison, c'est comme le métier de CGP d'ailleurs, c'est que tu le connais pas. Globalement, quand tu as des parents qui travaillent dans le tertiaire, ce qui était mon cas, déjà tu sais même pas vraiment ce qu'ils font. Tu connais le nom de l'entreprise, mais c'est très très abstrait pour toi. Donc forcément, quand tu es petit, tu veux faire un métier que tu comprends. Donc pompier, a priori, tu comprends comment ça fonctionne et ça te donne plutôt envie. En plus, ils ont des camions assez chouettes. D'autant que la formation, j'ai vu, c'est pas évident. J'y cherchais quand même. Je prépare mes émissions. Je te félicite. Bien sûr. Et en fait, j'ai vu. Alors évidemment, j'ai cherché est-ce qu'il y a un diplôme, une école. Alors j'ai vu que maintenant il y avait un master, mais j'ai l'impression quand même que c'est pas si évident de devenir CGP. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qui coule de source. C'est pas quelque chose qu'on a dans le sang. Comment t'y es venu, toi, à ça ? Écoute, moi je fais que les côtoyer, tu sais, mais c'est vrai que... D'ailleurs, c'est quoi la distinction entre ton métier et les CGP ? Mais du coup, vous êtes en train de travailler avec eux. Moi, je suis fournisseur de CGP. Moi, je fournis les produits financiers qui sont à destination des conseillers pour construire des allocations. Donc moi, je propose les briques. Si tu veux, moi, je suis le gros faiseur. Je suis l'usine et eux, ce sont les artisans. Les fameux wallets, les fameux wagons, en fait, dans lesquels tu peux leur proposer des produits, en fait. Exactement. Et donc, du coup, moi, je travaille en partenariat avec eux. Les PCGP sont nos partenaires. Alors, la complexité, en plus de notre monde, c'est qu'on est souvent intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas en direct avec nous. Ils travaillent via des tiers, des intermédiaires qui sont des plateformes de compte titres ou des compagnies d'assurance vie. Et toi, avant, tu as fait quoi ? C'est quoi ton parcours rapide ? Moi, je n'ai travaillé dans ma vie active que dans l'asset management, que dans la gestion d'actifs. Je n'ai fait que ça, la gestion d'actifs. J'ai commencé, c'était depuis mon stage de fin d'études jusqu'à maintenant, tu vois. Donc, et je n'ai d'ailleurs, dans le métier, j'ai un CV très court, je n'ai que 2 employeurs, dont l'actuel. Donc, tu vois, et ça fait longtemps que tu y es ? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, là, oui. Alors, comment est-ce qu'on devient asset management ? C'était quoi ton parcours ? Écoute, moi, j'ai fait une école de commerce et en revanche, c'est relativement tôt que j'ai eu envie de le faire. C'est le fruit d'expériences partagées, tu sais, des amis, des rencontres qui se sont retrouvés à faire des stages dans cet environnement-là. L'un côté acheteur, l'autre côté vendeur. Et leurs 2 expériences perçues de ma part, je me suis dit, c'est chouette, ça a l'air sympa ce qu'ils font. J'aimerais bien me lancer là-dedans. Et après, je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et si tu veux, de manière... C'est très bien, parce que souvent, quand tu es jeune et un peu agnostique, tu raisonnes de façon assez claire, en réalité. Tu as des idées assez nettes, tu n'es pas pollué par l'environnement. Je me suis simplement dit,
on est dans un monde vieillissant, le système des retraites par répartition, c'est quand même compliqué. Comme quoi, tu vois, ça fait une vingtaine d'années, on a toujours le même. C'est toujours pas réglé, mais ça semblait déjà bien bancal à un étudiant à l'époque, donc c'est dire comme on a avancé. Mais je me disais, voilà, il y aura une nécessité d'accompagner ce mouvement de financement des retraites et de vieillissement de la population, taux d'épargne qui augmente, etc. Et donc, je me dis, tiens, ça peut être un business qui fonctionne bien. Et il était encore un peu moins mature qu'il l'est aujourd'hui. C'est beaucoup développé depuis. Donc, c'était plutôt un business en croissance et assez ouvert, en réalité. Assez ouvert. Et peut-être moins couru, tu vois. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai pas fait HEC. Et donc, du coup, il y a des métiers qui étaient plus difficiles d'accès. Ça me permettait d'aller en front office, d'avoir des métiers intéressants qui cumulaient le technique et le contact client. Mais avec peut-être un petit peu moins de sélectivité par le diplôme, on reste en France, pour y entrer, tu vois, et moins de barrières à l'entrée. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Et pour le coup, ça m'a plu et j'y suis resté. Alors, c'est quoi les qualités qu'il faut pour être asset management, mais aussi de toute façon CGP? Qu'est-ce que tu as remarqué? Écoute, c'est ce que je te disais à l'instant. Je pense que c'est l'alchimie entre des compétences techniques et de l'humain. C'est-à-dire que ça passe toujours par une relation intuitu-personnée, que ça soit entre les CGP et nous. C'est une chaîne de confiance qui va de nous jusqu'au client final. Donc, il faut arriver... Mais toi, tu ne les vois pas, les clients finaux? Très rarement. Très rarement. Très rarement. Moi, ça m'arrive d'intervenir pour des clients à la demande de partenaires. Donc pour parler de marché, justement, de l'environnement macroéconomique. Pour rassurer en quelque sorte. Absolument, tu vois, nos partenaires ont besoin de montrer des marques et puis des intervenants aussi pour rendre la chose moins abstraite. Il faut bien se rendre compte que nous, on est juste un truc très abscon, quoi. Oui, vous faites des produits, quoi. Ouais, mais c'est une ligne sur un relevé. Ouais. C'est-à-dire que le client, concrètement, pour lui, c'est quoi? On va être un codizine, donc un truc avec 2 lettres, une série de chiffres. Enfin, à part que JP Morgan, ça rassure quand on le voit parce que vous avez une notoriété qui est plus à faire. Bien sûr. Donc c'est un peu facile pour toi, non? C'est plus facile. Après, c'est pas que facile. Parce que quand vous avez des bas résultats, des bad results, comme pour tout le monde, mais même en termes d'image, si tu veux, bien sûr, c'est une image incroyable. Enfin, tu vois, je pense que tu as effectivement très peu de travail à faire pour démontrer la compétence et la puissance de frappe d'un groupe comme JP Morgan. En revanche, c'est pas pour ça que tu ne t'attires que l'affection. C'est-à-dire qu'on est en France, donc il y a des gens qui sont... Il y a une attraction-répulsion et il y a beaucoup de clients finaux qui sont pas très pro-américains et pas très pro-JP Morgan par voie de conséquence. Ça, donc, tu sens que tu en souffres de cette espèce de caricature, enfin en tout cas de cette vision qu'auraient certains clients in fine et qui prendraient pas les produits à cause de ça? J'irai pas jusqu'à te dire que j'en souffre, mais je le perçois. Non, mais tu le perçois, c'est ça que je veux dire, tu le ressens. Ah oui, bien sûr, c'est une réalité. De moins en moins, pour être honnête. Pourtant, j'imagine que dans vos fonds et vos produits, tout ne vient pas d'outre-Atlantique. J'imagine que... De partout dans le monde. C'est vraiment une maison globale. Mais après, je le ressens aussi de moins en moins parce que je pense que notre démarche commerciale, elle commence à avoir sur le terrain, auprès des CGP, elle s'inscrit maintenant dans la durée. Et donc, du coup, on arrive à déployer cet aspect un peu local, si tu veux. Donc, on fait plus partie du paysage. Et je pense que les CGP... On parlait tout à l'heure de chaîne de confiance. Les CGP ont plus confiance maintenant dans notre présence durable sur le marché. Et donc, concomitamment, ils font passer cette confiance auprès de leurs clients. Est-ce que tu as vu le métier évoluer? Un profil de CGP, est-ce que ça a évolué? Oui. Il y a eu quand même pas mal de mouvements. Les accréditations, c'est hyper normé quand même maintenant. Ça c'est beaucoup normé. Et oui, le profil type, le portrait robot du CGP a changé. Ah. Ouais, c'est clair. Avant, si tu veux, je pense qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient issues des réseaux, plutôt avec un background d'assurance, donc plutôt de vendeurs d'assurance. Banquier aussi, j'imagine? Non, il y avait beaucoup moins. Ah ouais. Là, maintenant, il y a beaucoup plus de profils plus financiers. On voit justement plus d'anciens de la banque qui s'installent parmi les profils, justement. Et surtout, la grande nouveauté qui n'existait absolument pas, c'est que lorsque j'ai commencé, c'était pas un métier de jeune. On sortait pas de l'école pour être CGP. Maintenant, ça existe. Ouais. Ça existe pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est un métier qui est quand même plus connu, parce qu'il a été plus normé. Il y a beaucoup de choses qui y ont participé. Donc, il y a des jeunes qui ont envie de se mettre à leur compte très tôt. Et puis également parce que maintenant, la taille des cabinets, il y a des cabinets de grande taille qui peuvent recruter des jeunes. Beaucoup plus qu'il y en avait auparavant. Et donc, du coup, ça crée une notoriété, une aspiration pour des jeunes en sortie d'études ou après quelques années d'expérience, alors que c'était vraiment
un métier de confirmé. C'était pas souvent une deuxième partie de carrière. Il y a une appétence aussi un peu sur ce métier. On se dit qu'on va gagner plein de sous. À un moment donné, comme on pouvait un peu faire n'importe quoi, ça attirait pas mal quand même. Je te vois sourire parce que tu es en train de te dire qu'est-ce qu'elle va me demander. Non, mais bien sûr. Mais attends, faut être très clair. De toute façon, l'ensemble des métiers de la finance, on n'envoie pas de fusée dans l'espace et on est plutôt très bien payé pour ce qu'on fait en moyenne. Je pense qu'il faut en avoir conscience. Alors certes, parce que les marges vont avec, très clairement. Mais c'est vrai que ce sont des métiers qui sont rémunérateurs. Et puis je pense que ça allie beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on est CGP, la plupart du temps, alors quand on est à son compte, on est indépendant. Donc on a la gestion de son temps, on a le choix de ses clients, de sa politique commerciale. On peut faire de la stratégie commerciale. On est extrêmement généraliste, on touche à plein de sujets. Et puis surtout, on a une pluralité de contacts en face de soi. Donc les clients, il y a la limite des possibles, c'est simplement tes contacts, ton relationnel. Donc ça peut t'emmener très loin et ça peut justement avoir beaucoup d'intérêt. C'est de la coordination de compétences. Après, il y a des sensibilités très différentes. Il y en a qui vont vouloir faire eux-mêmes le plus possible et être vraiment techniciens sur le sujet. D'autres qui vont préférer largement déléguer et plutôt commercial, relationnel, mettre l'accent sur le relationnel avec le client, l'accompagnement et peut-être quelque part aussi se servir des contreparties comme coupe-circuit. Donc ça, c'est plus pratique de changer de fournisseur que de changer de conseiller. Mais ça fait partie de la démarche, c'est tout à fait efficace. Et donc, du coup, il y a ces sensibilités qu'on retrouve dans la profession, entre le technicien et le plus commerçant, et des approches en termes de développement d'entreprise qui ne sont pas les mêmes. Alors moi, j'ai vu, quand je dis hyper normé, c'est qu'il y a quand même une somme de différentes accréditations, conseils sur des produits financiers, il faut avoir assurance produits confidentiels, il faut être titulaire d'une carte T. Tu l'as, la carte T, toi ? Moi, j'ai pas de carte T, non, j'en ai pas besoin, moi, dans le cadre de mes fonctions. Oui. Après, je pourrais l'avoir. Tu pourrais l'avoir, oui, voilà. Il suffit de la demander. Exactement, pour avoir en tout cas cette fameuse faculté de faire des transactions immobilières en tout cas, et puis bien sûr intermédiaire dès lors qu'on propose des crédits avec des banques. Est-ce que tu l'as senti, toi, la réglementation, la dureté? Est-ce que tu as senti un avant MIF? Alors maintenant on est à MIF 2.5 je crois. Est-ce que tu as senti le avant et le après? Oui, clairement. Et la frontière serait sans doute post-2008, post-crise financière. Très clairement, il y a un avant, un après. Et le sujet, sans doute, de cette réglementation, c'est que, alors, elle a beaucoup de vertus. Honnêtement, elle est très pénible à mettre en place. C'est très compliqué. On s'en plaint tous. Et à juste titre, dans d'un une point de large vue, mesure. tu dis pénible, parce qu'il y a des lourdeurs administratives. C'est quoi qui pèse le plus ? Il y a des surperpositions en plus de règles locales, de règles européennes. C'est un millefeuille assez barbant, pour être très honnête. Donc ça rajoute de la pesanteur. C'est encore plus compliqué pour faire du business. C'est aussi inquiétant. C'est un peu anxiogène pour le client. Signez là, n'ayez pas peur. Quand tu dois signer 250 pages, voilà, faut faire confiance. Donc, quelque part, c'est plus inquiétant que rassurant pour le client. Il faut se mettre à sa place. Imagine si tu devais signer une espèce de décharge à chaque fois que tu utilises un médicament en ayant lu toute la brochure scientifique d'accréditation auprès des autorités de santé où tu comprends rien. Je pense que tu réfléchirais 2 fois avant de prendre un Doliprane. Voilà, c'est un peu le sale problème qu'on rencontre. Et il y a eu des excès, assurément. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de réglementations. Et puis, ça a aussi provoqué mais tu le reconnais crise. Quand même, il y a eu des excès. Donc, ça fait qu'il a fallu... Bien sûr. Mais ce n'était pas du fait des CGP, dans une large mesure. Enfin, l'excès, il est beaucoup venu de, justement, beaucoup des États-Unis, en partie. Alors, on y a tous participé. Mais, quelque part, si tu veux, de trop multiplier le levier, la dette. Utiliser la dette dans des proportions trop importantes et ça finit par faire disjoncter le système en cascade. Donc ça a été effectivement, on en a pâti tous. C'était mérité, il fallait normer, il fallait réguler, mais le balancier s'arrête jamais au milieu. Donc il y avait maintenant, peut-être pas assez de règles. Un petit peu trop, c'est un petit peu trop serré. Et du ça coup, peut être un peu ça t'a enlevé du sclérosant. business ? Non, in fine non, parce que et là pour le coup, les très grosses entreprises sont mieux armées. Parce que ça donne une prime, justement, à la grosse boîte, très clairement. Ça donne une prime parce à la que référence. les grosses boîtes, elles sont processisées, elles ont des tableaux, des KPI, des machins, des reporting, et du coup... T'es déjà outillé. C'est une machine de guerre. T'es outillé et t'as la taille. S'il faut recruter demain une équipe de 10 personnes pour se mettre en conformité avec une nouvelle réglementation, ça va impacter la marge de 0,000, et donc du coup, tu peux recruter une équipe et tu peux être à jour assez rapidement. Il y a des audits pour ça ? Tu sais ? Oui, bien sûr. Il y a des contrôles réguliers et qui peuvent venir de beaucoup d'entités différentes. Une entité comme la nôtre peut être contrôlée
par les autorités locales en France, peuvent être... Combien de fois par an? Ah non, ça pour le coup, c'est aléatoire. Okay. Mais en revanche, on peut être contrôlé par des autorités locales en France, on peut être contrôlé par les autorités luxembourgeoises parce que nos SICAV sont des SICAV luxembourgeoises, on peut être audité en amont parce qu'on a une société de gestion qui est en Europe et reste un établissement britannique, on peut être contrôlé par toutes les autorités de tutelle, et en particulier l'OCNC, donc, qui est le bras armé de la Fed, qui peut nous contrôler à n'importe quel moment en tant qu'entité financière américaine, la liste est longue, donc on peut être contrôlé sur tous les sujets, toutes nos activités à tout moment. Non, la conformité, c'est au cœur de notre métier maintenant. Et puis c'est important parce qu'il y a aussi un aspect confiance et puis éthique. Il y a ces 4 obligations en matière de conseil. Enfin, tu en as parlé, c'est connaître son client, s'informer sur les caractéristiques du produit qu'on va vendre, ne pas faire faute au manquement. Bon, là, je te lis un peu la Bible. Et agir honnêtement, loyalement, au mieux des intérêts du client. C'est l'article, pour ceux qui ne le savent pas, L. 541.1.8. Je ne le savais pas. Voilà, je te l'apprends. Donc, c'est un climat de confiance, mais ça peut vous aider au final, non? Maintenant, au début, c'était, comme tu l'as dit, un millefeuille, et puis maintenant, c'est rassurant in fine, parce que moi, je pense quand même que d'un point de vue client, les gens se disent maintenant, on va pas me faire des frais de gestion où on va me pomper tout mon fric, non? Enfin, je sais pas. Ouais, mais la réglementation, tu sais, elle peut avoir des effets pervers. Il y a des exemples qui sont intéressants en la matière. On peut penser justement à RDR, qui est une réglementation qui est passée au Royaume-Uni, il y a maintenant 6 ou 7 ans, et où en fait, justement, il y a eu le sujet central, c'était la fin des rétrocessions. Ouais. Et en réalité, ce que ça a eu comme impact, c'est que la rétrocession, elle permet quelque part la mutualisation du coût du conseil. Je vais te l'expliquer très clairement. C'est-à-dire que comme il n'y avait plus de rétrocession, il a fallu facturer des honoraires. Facturer des honoraires, ça n'est possible que quand il y a une surface de capitaux suffisante. Et donc très clairement, la conséquence, ça a été déjà une attrition très forte du nombre de conseillers. Donc il y a eu énormément de casses. On en a perdu entre 30 et 40%. Donc ça a été très compliqué. Et ensuite, il y a eu également une perte en termes de conseil pour le client final, c'est-à-dire que le seuil d'accès à du conseil a été rehaussé. C'est-à-dire que là où tu pouvais avoir accès à un conseiller pour peut-être placer 100 000, 200 000 livres, c'est passé à 500 000 parce que c'était plus rentable sur des montants qui étaient inférieurs. Et donc la qualité moyenne du conseil a sans doute baissé pour beaucoup d'investisseurs. Et l'autre élément, c'est que pour ces mêmes investisseurs, ça veut dire qu'ils sont retournés dans le réseau et donc le coût final pour eux n'a pas baissé. Ouais, ok. Il a juste changé de nature. C'est quoi le profil des clients in fine de TCGP à toi, de JP Morgan, par rapport aux produits que vous vendez? Il y a un ticket d'entrée, Alors non, nous on n'a pas. C'est vraiment le CGP qui va gérer son ticket d'entrée, qui va avoir sa politique commerciale. Nous, la seule contrainte, ça va être la taille, l'ordre minimum sur les fonds. Mais donc on a un ordre minimum, mais qui est souvent, si tu veux, peu appliqué sur les parts retail. Oui, absolument. Tu vois, par exemple, sur les parts retail, les premiers ordres sont à $5 000. Okay. Mais au-delà de ça, si tu veux, c'est pas à nous de donner un profil type du client. Ça, c'est vraiment la politique commerciale de notre distributeur, du conseiller financier qui va l'établir, à part sur des produits très spécifiques. C'est-à-dire, tu as des produits sur des actifs non cotés qui sont réservés à des clients professionnels ou donc là, pour le coup, sur lesquels on va, nous, avoir un droit de regard. Mais sinon, sur la typologie des clients, sauf exception, pour la plupart de nos produits, c'est à notre distributeur de choisir son profil de client. Alors, comment il marche, Stéphane Vautron? C'est quoi son job? J'essaye. Non, mais c'est quoi? T'as un portefeuille de CGP? Comment est-ce que tu t'organises, en fait? J'essaie de comprendre. Comment je m'organise? Comme je peux. On a des équipes qui sont assez limitées. Donc faut qu'on couvre beaucoup de terrain et qu'on ait beaucoup de contacts parce qu'on a la chance d'avoir des périmètres qui sont très, très vastes. Sachant que moi, il faut que je répartisse mon temps entre des CGP, des banques, des fonds de fonds, des compagnies d'assurance. J'ai beaucoup de typologies d'investisseurs. Donc, il faut trouver le temps pour essayer de satisfaire chacun, de trouver un discours commun, d'aller au contact des clients, de trouver aussi... Après, la bonne nouvelle, c'est que quand même, la plupart de ces clients ont des intérêts en termes d'investissement qui sont les mêmes, si tu veux. Donc, tu as tes clients, en quelque sorte, qui sont CGP, voire clients finaux, en tout cas... les personnes à qui tu vends les produits en quelque sorte, et puis tu as tes fournisseurs en gros, assurance vie, banquier. Alors tout ça c'est des clients. Tout ça c'est des clients. Ça c'est que mes clients. Moi je ne suis que fournisseur. Okay. Moi je ne fais que fournir. Tu te fournis où?
Ah, mais moi, je fournis pas, je produis. Ouais, tu produis. Ah, moi, je produis. Je produis des stratégies d'investissement et eux les mettent dans leurs produits. Donc, en gros, si tu veux, si je dois simplifier vis-à-vis des CGP, en gros, moi, mon métier, c'est de faire en sorte que la compagnie d'assurance, qui sera un petit peu Carrefour, si tu veux, moi, je dois être sur le linéaire. Déjà, c'est la première étape de mon travail. Et ensuite, une fois que je suis sur le linéaire, je dois faire en sorte que mon produit soit pioché une fois qu'il est sur le linéaire. Donc, c'est très, très comparable à ce travail d'achat, en gros, où tu fais positionner d'abord... Mais quand je dis tu te fournis où, c'est que, ok, tu as des packs comme ça de produits, mais c'est pas toi qui les construis, c'est ça que je veux savoir. Ah non, je les construis pas. Voilà, c'est que JP Morgan te les fournit, et puis après, toi, tu les commercialises, en gros. Absolument, ouais. D'accord, mais moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est comment est-ce qu'ils les construisent? Est-ce que tu sais un petit peu qui les construit en amont? T'as jamais une visibilité là-dessus, en fait? Ah si, bien sûr. Tu sais, normalement, tu es censé savoir ce que tu vends, donc connaître un peu les produits. Et puis je les vends. Je ne peux pas tous les vendre. Hein. Imagine-toi qu'on a aujourd'hui 150 produits ouverts commercialisables sur le marché français. Donc, t'imagines bien qu'on n'est pas actif dans les mêmes proportions tout le temps sur les mêmes... Enfin, évidemment. Non, du coup, tu n'as pas de flexibilité sur les packs, en fait. Ah oui, mais eux-mêmes, t'imagines 150 produits, c'est énorme. C'est-à-dire que tu as une granularité qui est très très fine. C'est-à-dire, je peux proposer, si tu veux, on est très très rare à pouvoir proposer ce genre de choses, des fonds, des gestions très globales où tu vas retrouver toutes les actifs, machin. Vie normale, et puis jusqu'à un truc de très niche, je sais pas. Beaucoup plus ciblé, un fonds d'action coréenne, un fonds d'action vietnamienne. Enfin, tu vois, on n'est pas très nombreux à pouvoir proposer ce type de stratégie. Ouais. Et j'imagine, vous faites un peu tout, du sécuritaire, du plus risqué. Enfin voilà, tu as tout type de profil pour tout type de clients. On a toute la palette du risque en magasin. Donc, et la construction des produits, elle est très propre à chaque classe d'actifs, c'est-à-dire que quelque part, il faut bien avoir en tête que nous, on a plus de 1000 gérants et analystes. Donc, bien sûr, on a un cadre de réflexion qui est commun, on a une stratégie d'investissement au sein du groupe, mais on laisse aussi de la liberté à nos gérants. Donc, quelque part, ce sont les process qui sont communs, mais ensuite, dans le cadre du process, ils ont une marge de manœuvre, ils ont une marge de liberté pour créer de la valeur. Donc tous ne vont pas avoir la même lecture au même moment de tous les actifs, et puis tous n'ont pas le même niveau de compétence sur chaque classe d'actifs non plus. Donc tu vas avoir des produits, encore une fois, qui sont très généralistes, qui vont demander plus des compétences d'analyse macroéconomique et donc d'anticipation des différents blocs, comment ils vont se comporter les uns par rapport aux autres, et des métiers plus de technicien pour quelqu'un qui va sélectionner des émetteurs de high yield, donc de dettes moins bien notées, donc qui va devoir très bien connaître son segment. Ça va être des analyses sectorielles très spécialisées. Donc on n'est pas du tout dans le même exercice. C'est justement, nous, notre travail, c'est de mettre en musique tout ça et d'identifier au sein de ces très nombreux produits... Quels produits pour quels quelles sont les stratégies qui sont adaptées aux besoins de nos clients, essayer de leur proposer au bon moment, etc. Tu te l'es fait toi-même, ton portefeuille? Ou tu as commencé avec une petite base? Alors, j'ai commencé... on doit toujours commencer avec une petite base, et je dois dire d'ailleurs que c'est de plus en plus compliqué, je pense, pour débuter. Parce que quand on n'a pas de contact initialement et qu'on n'est pas connu, c'est vrai que je pense que c'est un peu dur de rentrer en relation aujourd'hui. Rappelle-nous, les gens répondent pas au téléphone. JP Morgan? Moi, je suis rentré en septembre 2014, mais là, pour le coup, j'avais déjà une base constituée. Là, c'était déjà mes clients pour beaucoup d'entre eux. Mais lorsque tu débutes dans le métier, oui, il faut bien qu'on te mette le pied à l'étrier. Donc, tu vois, comme j'étais à l'époque chez Financière de l'Échiquier, il y avait une base qui était constituée. On m'a donné une région, on m'a emmené. Alors, j'ai prospecté, mais j'avais aussi des clients qu'on m'a confiés et qui étaient déjà des clients de l'entreprise. Et ce qui te permet, tu vois, ce qui te met le pied à l'étrier, ce qui te permet de les connaître beaucoup plus vite. Et puis après, tu développes ton propre fonds de commerce et puis voilà, tu fais ton histoire. Mais tu peux pas commencer de zéro. Enfin, c'est extrêmement compliqué de commencer de zéro. Tu saurais dire combien t'en as? Des CGP? Ouais. Tu sais, nous, on n'a pas de contrat avec les CGP. Donc, en suivi, si tu veux, dans notre base, aujourd'hui, on a à peu près 4000 CGP. Ok. Mais toi, personnellement? Moi, tu sais, je délègue beaucoup quand même les relations au quotidien. Donc, moi, du suivi de CGP, des CGP, je dois en suivre à peu près 200 peut-être. Ok. Donc. Tes commissions, comment ça se passe? Écoute, nous, selon les classes d'actifs, tu vois, les frais de gestion ne sont pas les mêmes. Okay. Tu évoquais les profils de risque. En fonction du niveau de risque, généralement, tu vas avoir en haut de la chaîne alimentaire les produits actions ou les produits alternatifs très complexes qui coûtent plus cher. Et puis tu vas descendre, les produits diversifiés sont moins chers. Et puis tout en bas de l'échelle, tu as les produits monétaires qui coûtent pratiquement rien. Notamment, donc tu as dû passer un bel été quand même, parce que les actions, ça a bien marché cet été, contre toute attente. Les performances ont été plutôt bonnes, mais... J'essaie de t'avoir. Mais depuis le début de l'année, elles ne sont pas si bonnes que ça. Hein. Non, mais pour lycée sur l'année, ouais. Sur l'année, nous, encore une fois, sans trahir de grands secrets,
Notre collecte depuis le début de l'année en France, elle est très largement positive. Hein. On a plus de 300 millions de collectes nettes, donc il y a de l'argent qui rentre dans nos fonds. Mais en revanche, l'effet de base est négatif. Hein. La performance de nos fonds en moyenne est négative. Donc au global, nos revenus sur le marché français pour cette année, à moins qu'on fasse une super fin d'année, seront en légère baisse. Alors justement, comment est-ce que... on va parler justement des clients, hein, puisque tu dis ça ne doit pas être non plus évident en ce moment de rassurer les clients. Comment déjà tu rassures les CGP sur vos produits, sur vos perfs? Tu dis que tu es en négatif. Est-ce que déjà tu penses que vous serez quand même au moins à zéro, je sais pas, d'ici la fin de l'année? Enfin, comment tu vois un petit peu l'année qui va finir? Écoute, je pense qu'il faut pas rassurer pour rassurer. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on fait. Rassurer sur les moyens que tu mets en œuvre, rassurer sur donner de la lisibilité sur ta stratégie, ce que tu fais, comment tu vas le mettre en place. Ça, c'est indispensable. Non, mais il y a des produits que vous avez mis de côté quand même. Mais en revanche, tu vois, tu peux pas promettre des trucs que tu sais qui ne sont pas réalisables. Et donc, nous, on n'a aucun intérêt à le faire, tu sais, parce que on construit justement des relations dans la durée. Tu vois, on en parlait, ça fait 8 ans que je suis chez JP Morgan. On construit des produits et on propose des produits qui se détiennent en général pour au moins 5 ans. Donc, tu vois, ce sont des relations de long terme. Et d'ailleurs, tu parles des commissions. Nous, ce qui nous intéresse, nous, on a tout intérêt à conserver les actifs longtemps. C'est ça qui est important. C'est beaucoup plus rentable pour un CGP, pour une société de gestion comme nous, de conserver les actifs plutôt que d'aller conquérir de nouveaux actifs. C'est toujours pareil. Hein. La rétention, c'est plus rentable que la conquête. Donc, c'est quoi une bonne commission et une mauvaise commission, Ali? Donne-nous un petit secret. La pire des commissions que tu as eues cette année est la meilleure. Mais nous, c'est sur base annuelle, donc je comprends pas trop tes questions. D'accord. Tu peux pas me dire une petite com sympa que tu t'es fait cette année? Mais nous, moi, je suis pas payé. On n'est pas payé à la com. D'ailleurs, c'est fini. Hein, réglementairement, c'est beaucoup plus compliqué maintenant. T'as un salaire fixe. Et les bonus sont discrétionnaires. Donc, t'as pas de formule. T'as pas d'indexation. Ça existe pratiquement plus. C'est très compliqué à mettre en œuvre réglementairement. Justement parce que ça peut t'amener des excès. Oui, c'est pour ça que je voulais savoir. Ça peut t'amener des excès. Alors, dans le passé, un pire excès que tu as fait et un pire down? Honnêtement, j'ai pas eu à faire d'excès. T'as pas eu à faire d'excès? Non, puisque en plus, encore une fois, c'est un métier qui se construit dans la durée. Donc, si tu veux maximiser, imaginons, t'es sur de la formule. C'est pas comme du trading, en fait. Tu veux maximiser tes revenus sur l'année, ok, tu peux le faire, peut-être, tu peux le faire, mais tu fous en l'air tes relations. Et donc, tu fous en l'air aussi, c'est même pas de l'angélisme, hein, tu fous en l'air tes revenus à terme. Parce que justement, on est sur des métiers d'engagement fiduciaire, de confiance et de récurrence. Alors justement, sur ces c'est pas fameux, sur les flux qu'on gagne, c'est sur le stock. Justement, alors tu parles récurrence. On va parler un petit peu maintenant des produits, en fait, et peut-être un peu aussi des conseils que tu pourrais nous donner. J'écoutais ce matin, 9% à l'inflation, donc c'est vrai que ça fait un peu peur. La récession qui arrive. Évidemment aussi tout ce qui est BCE, la normalisation des taux et de l'intérêt, des intérêts. Alors moi j'ai envie de te dire, sur quoi tu continuerais en ce moment à conseiller l'assurance vie? Oui, non, comment l'assurance vie, tu peux faire ce que tu veux dedans. Donc ça pour le coup, c'est juste une enveloppe. Donc l'assurance vie, c'est un couteau suisse. C'est un outil qui peut s'utiliser n'importe quand. Après, faire quoi dedans, là, c'est un autre, c'est un autre sujet. Comment est-ce que tu l'arbitres à l'intérieur? Parce que j'ai vu un rendement moyen, si je me trompe, de 1,28 en ce moment. Est-ce que tu es Oui, mais ça, c'est sur l'actif général. Ouais. Ça, c'est sur les actifs garantis. L'assurance vie, tu as cette partie-là, et puis tu as les unités de compte. Et moi, c'est la partie qui m'intéresse, d'ailleurs. Moi, je suis fournisseur d'unités de compte. Et c'est celle qui, j'espère, fait gagner potentiellement un peu plus qu'un 28 annualisé dans la durée. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors mais là, je peux pas te faire de moyenne. Non, tu peux pas. Non. Je peux pas te comparer la performance de fonds monétaires avec des fonds actions émergentes. C'est pas, tu vois, ça pas. En ce moment, tu irais plus sur les émergents ou pas? L'Inde. Alors moi, j'ai une conviction, qui est une conviction de la maison, stratégique. C'est plus compliqué à court terme, mais la Chine est un marché central, évidemment. Même avec sa crise immobilière, ça te fait pas peur? Tu te dis. C'est vrai que le gouvernement est plutôt aidant pour relancer l'économie. Si tu veux, il y a des marges de manœuvre. Effectivement, le marché chinois, il concentre énormément de peur. Par méconnaissance, parce qu'il est éloigné, et parce que justement, tu sais, c'est un petit peu le syndrome des gilets jaunes. Les gilets jaunes, quand tu étais à Paris, tu disais, bon, c'est pénible le week-end, mais c'est quand même assez vivable. Et tu le regardais à la télé aux États-Unis, et c'était la guerre civile. Bon, la crise immobilière en Chine, je ne vais pas te dire que c'est la même chose, mais il y a des éléments à avoir en tête. Le fait de l'analyser, de le voir de loin sans être expert, c'est plus anxiogène qu'autre chose. Et donc, effectivement, il y a une problématique sur l'immobilier.
Bon, il n'en reste pas moins d'ailleurs, si on doit citer des statistiques, que le seul pays développé qui a des taux d'épargne dans l'immobilier qui sont comparables à ce qu'ont les Chinois, c'est la France, puisque généralement c'est l'épargne financière qui a plus de poids que l'immobilier. Le contre-exemple étant la France, et avec des prix d'immobilier qui sont beaucoup moins élevés. Donc il y a un surappétit de la France sur l'immobilier qui repose d'ailleurs beaucoup aussi dans son économie et pour son épargne sur ce marché-là. Donc bon, c'est une parenthèse, mais donc je te dis encore une fois, sans minimiser la problématique de l'immobilier chinois, les capacités de l'État chinois et de la Banque centrale à soutenir l'économie, à maintenir l'activité sont très fortes, beaucoup plus fortes que celles qu'on a. Je rappelle que les Chinois, en Chine, on n'est pas en train de mesurer le niveau de dette, mais les niveaux de réserve de change. On est très loin de ce niveau-là. Donc il y a des facultés à le faire, des niveaux de taux qui sont encore largement plus élevés, donc une faculté à baisser les taux, ce qu'ils ont d'ailleurs commencé à faire timidement, mais ils ont commencé à le faire. Donc il y a beaucoup d'instruments qui peuvent être utilisés aujourd'hui pour relancer la machine, et sachant que le marché chinois se paye très peu cher. C'est-à-dire que les valorisations du marché chinois sont très peu chères, les perspectives de croissance longue sont très fortes. Donc est-ce que c'est un bon investissement dans les 6 mois ? Objectivement, j'en sais rien. Probablement pas. Est-ce que c'est un bon investissement sur un horizon patrimonial d'une dizaine d'années ? Assurément. Assurément. Et c'est plus ça qui m'intéresse. Outre-Atlantique aussi, on a eu des bons chiffres en termes de l'emploi. Oui, alors les États-Unis, l'hégémonie économique des États-Unis, et surtout financière, c'est pas terminé. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu des 10 prochaines années. C'est qu'ils vont se battre pour conserver l'hégémonie politique et économique le plus longtemps possible. L'ascension de la Chine est inéluctable. Le but du jeu pour eux, c'est de conserver leur leadership, et au moins régional sur l'Occident, le plus longtemps possible. Et pour le moment, ils sont plutôt bien positionnés pour le faire. Il y a beaucoup d'éléments qui les ont aidés en ça, notamment l'actualité récente. Ils bénéficient quelque part un petit peu de manière indirecte, mais ça a été quand même une réalité du conflit en Ukraine, dans une certaine mesure, puisque ça permet effectivement d'avoir une problématique de tension sur l'énergie, grâce à leur indépendance sur l'énergie. Un dollar qui s'est renchéri, donc des matières premières qui ne coûtent pas très cher pour eux, en plus ils ne sont pas très importateurs. Ouais. Une autonomie, bref, il y a beaucoup d'éléments qui sont relativement favorables à la marge, et notamment d'un point de vue géopolitique. Donc, la Chine, on a compris. Mais les États-Unis, c'est un marché incontournable via l'innovation. L'innovation, les valeurs technologiques qui ont énormément souffert cette année. Il y a encore une baisse extrêmement forte des valorisations, puisque les résultats sont plutôt au rendez-vous. Et les prix sont en forte baisse. Donc les multiples de valorisation sont en très nette baisse, donc beaucoup plus attractifs aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout acheter, mais encore une fois, ce sont des choses qui se regardent. Il y a des secteurs également plus résilients, mais qui peuvent offrir de la valeur dans la durée, un peu la santé, et notamment certains segments de la santé qui ont été très chahutés. Ouais, mais les biotech qui sont un segment qui ont eu le vent en poupe, ça a été vraiment des darlings depuis de la cote. Et là, c'est beaucoup plus dur récemment, donc ça se paye pas cher. Les biotechnologies, ça se paye moins de 10 fois les résultats, là où l'ensemble des marchés, sur les marchés américains, se paye plutôt 15 fois. Donc il y a une décote forte, alors qu'il y a une croissance très significative. Donc il y a encore des opportunités à les saisir, heureusement. Il y en a toujours, de toute façon, sur les marchés. Mais effectivement, comme tu le disais très justement, l'environnement s'assombrit un petit peu. Donc là, qu'est-ce que tu préconises pour les fonds euros ? Pour les fonds euros, c'est pas trop ma partie. Moi, je peux pas trop me prononcer sur les fonds euros. Ça serait un peu compliqué pour moi, mais j'ai pas. Mais t'as quand même un avis. Sur les fonds euros, écoute, moi, je peux simplement te partager ce que j'en fais moi. Le fonds euro, si tu veux, c'est quand même un instrument qui est extrêmement pratique d'un point de vue liquidité, puisque dans une enveloppe d'assurance vie, alors c'est moins le cas aujourd'hui que les taux ont largement remonté, 40% de portefeuille. Mais en revanche, c'est quand même pratique pour faire de la trésorerie, sachant que tu peux dormir dessus. Tu sais que jusqu'à quelques mois, on avait quand même des coûts de portage sur la trésorerie qui étaient négatifs. Avoir de la trésorerie, ça coûtait. Sur le fonds euro, ça n'a jamais coûté. Donc maintenant, ça commence à coûter en termes réels assez fortement, parce que l'inflation est très élevée. Mais ce n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Donc c'est quand même un instrument assez souple, assez efficace. Et qui donne de la flexibilité au contrat et sans doute un niveau de confiance aussi aux clients pour investir. Donc ça fait partie de l'alchimie d'un contrat d'assurance vie. Après, pour des profils... C'est pour ça que je t'en parle, parce qu'on parlait de l'assurance vie. Après, pour des profils comme le mien, je l'utilise à la marge. Quand je te dis à la marge, c'est que sur mon profil à moi, ça va osciller entre 5 et 10% en fonction de mes investissements sur le contrat
et de mon market timing, mais c'est Alors, jamais plus. L'immobilier, vous en faites, j'imagine, vous faites On en un peu fait. des CPI. Alors non, on n'en fait pas sur le marché français, on ne Ok. fait pas sous ces enveloppes-là, mais en revanche, on a des équipes d'investissement, y compris en France d'ailleurs, sur le marché immobilier. On a des produits institutionnels en réalité sur l'immobilier. Et on fait partie de très gros acteurs de l'immobilier aux États-Unis. On a parmi les plus gros produits sur le segment. Et on est également très actif sur le marché asiatique. Donc on est là aussi un acteur assez global du marché de l'immobilier. Quand tu dis asiatique, il y a le Japon dedans. Il y a le Japon Parce que dedans. j'entendais ce matin qu'eux auront justement pas trop de problèmes d'un point de vue immobilier, pas de crise jamais à cause de leur démographie Bah, oui, il y a une et de leur densité telle. restriction en termes de taux de natalité, en Mhm. fait. Hein. C'est eux, je pense, les pionniers. Ils ont tout compris, en fait. Hein. Bah, leurs restrictions, bon, ils l'ont subi, hein, ils l'ont pas Oui, pas mais faite, mais d'un point de vue calcul, justement, économique, si on parle vraiment que sur cet aspect-là, en fait. ouais, bah, en tout cas, ils ont donné un exemple intéressant de ce qu'on pouvait faire avec des taux de dette sur PIB très élevés et des taux bas. Donc, quelque part, ça a démontré que pendant 20 ans, ça a été plus que possible, ça a tenu. Alors, bien évidemment, ce n'est pas des taux de croissance élevés, mais en revanche, la mécanique a été plutôt efficace. D'ailleurs, le Japon, c'est souvent, à l'heure actuelle, un marché qui est régulièrement redécouvert. Hein. On se rend compte que le Japon, quand il y a un redémarrage du commerce international, ils ont de très belles entreprises exportatrices qui ne se payent pas forcément très cher, que là aussi, en termes d'innovation et de technologie, ils sont plutôt bien positionnés. Et comme la gouvernance des entreprises japonaises s'est plutôt améliorée, l'ouverture sur les marchés de capitaux, la communication financière s'est largement développée ces 5 dernières années au Japon, bah c'est vrai qu'on commence à revoir de l'appétit de la part de certains de nos clients institutionnels, des demandes sur le marché japonais, des choses qu'on avait moins vues ces dernières années. Et d'ailleurs, on a eu un succès assez important puisqu'on a été même amené à fermer un de nos fonds sur le Japon qui a beaucoup collecté. Donc, Pas mal. Sous les afflux de capitaux. Alors, pas qu'ils viennent pas que de la France. Hein, Alors, on a parlé de beaucoup d'un point de vue géopolitique de pas mal de choses, mais on n'a pas parlé de l'Europe. Alors, qu'est-ce que, je sais pas, les valeurs du luxe, tout ça, enfin, t'en es où? Vous en avez beaucoup? C'était quand même assez porteur cet été, heureusement. Hein. Oui, Même oui. s'il y a eu des déconvenus. Hein. Non, bien sûr, mais les valeurs du luxe, bah, ça reste là aussi. C'est des fondamentaux. C'est un thème très bien orienté dans la durée parce que qui correspond à l'évolution d'un mode de vie, d'une aspiration à consommer des produits d'identification et notamment dans beaucoup de marchés émergents. Donc, ce sont des machines à marge absolument incroyables. Donc, tout le sujet, c'est l'exercice de valorisation sur ces titres-là. Et ce qui est toute la difficulté aussi, c'est d'évaluer. Bah, c'est un petit peu comme, c'est peut-être encore moins palpable, plus difficile à évaluer que l'obsolescence technologique, qui pour des experts peut mieux s'évaluer. Là, la qualité de la marque et sa capacité à continuer à passer des augmentations de prix et à augmenter ses marges, là c'est quelque chose de très difficile à quantifier et c'est toute la difficulté de l'exercice. Les valeurs du luxe dans le monde de la croissance, après il faut avoir en tête que nous on a un biais local considéré comme ce sont des capitalisations relativement importantes sur le marché français. Il faut bien avoir en tête que à échelle globale, c'est une toute petite niche le luxe en termes de valeur cotée. C'est juste que c'est très développé sur le marché français, mais ça reste beaucoup plus marginal sur les actifs internationaux. Donc, comme nous, on a des gros portefeuilles globaux, si tu veux, ça pèse jamais très lourd. C'est quoi tes chouchous à toi? Mes chouchous à moi, bon, le VMH, c'est une qualité d'exécution incroyable. Ouais. Bon, après, même si je suis pas, encore une fois, ça n'engage que moi et pas ma belle maison. Hein, pas de recommandation d'achat, absolument pas. Tu es sponsorisé là ou quoi? Non, mais tu sais, je suis un peu obligé de faire le disclaimer, hein, c'est normal. Sinon, si je parle de titres, c'est pas bon. Mais non, t'as quand même des machines absolument incroyables, et notamment sur le marché français, qui sont très très fortes pour préserver leur marge, passer des augmentations de prix, même sur des maisons plus confidentielles comme Hermès. Donc, il y a là-dessus une qualité d'exécution qui est très forte. Après, ce qui est encore plus impressionnant dans le cas des LVMH, c'est la capacité à dupliquer. Sans me dire encore, mais ça je le fais pas, parce que là je parle à l'homme, hein, je parle pas tout le temps à l'asset management de JP Morgan. Or ou crypto, Stéphane Vautron? Ni l'un ni l'autre, pour être honnête. Hein. C'est vrai. Ouais. J'entends plutôt que l'or en ce moment, c'est un peu la valeur refuge, non? Oui, mais alors en fait, c'était vrai jusqu'au moment où les taux remontent plus fort. Ouais. Dès lors que les taux remontent plus fort, les rendements commencent à se regarder. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit récemment sur l'or. Hein. Quand les taux passent un certain seuil, notamment à peu près, la symbolique, c'est à peu près 3% sur le 10 ans américain.
Là, ça commence à être de véritables rendements. L'or, ça rapporte rien en rendement. Donc, c'est simplement Mais ça rassure. C'est le prix de la peur. Oui, mais on parle de patrimoine quand même. Ouais, mais ça rapporte rien. Et nous, notre métier, c'est quand même de faire en sorte qu'on ait un rendement, tu vois, qu'on soit payé pour attendre. Nous, on aime bien, en général, les gérants financiers. Je ne parle pas que de nous. La plupart des gérants financiers préfèrent être payés pour attendre. Sur l'or, tu n'es pas payé pour attendre. Bon. Et la crypto non plus, même si tu la prends comme une assurance vie dans laquelle tu places à 6 à 8 ans? La crypto, en fait... Bon, ok, là, ça se casse la gueule, mais le Bitcoin, ça va encore. C'est pas un marché réglementé, déjà. On parlait beaucoup de réglementation tout à l'heure, avec ses défauts et ses qualités, justement. Tu vois, quand on parle de profil de risque, de clients qui ont du mal à intervenir, qui sont un peu timorés, qui ont un peu peur du contexte économique. Mais moi, je l'ai vu à de nombreuses reprises. Quelquefois, quand je parle avec des particuliers ou avec des amis qui sont hors de la sphère financière, non, les actions, c'est cher. Oh, ça fait peur. Oh, le marché, puis s'il y a récession, puis il y a mis. Bon. Mais tiens, les cryptos, c'est rigolo, je vais en faire. T'as compris quelque chose? Ouais, si, j'ai lu 2 articles. Ah bon, d'accord. Donc, c'est marrant. Il y a cet effet casino, en fait, sur les cryptos. Le rêve. Je vais faire 300%, c'est génial. Donc, c'est le ticket de loto. Donc, on comprend rien, mais on y va. Et c'est un petit peu ce phénomène-là. Sur les cryptos, nous, on a, en tant qu'asset manager, pour le moment, on n'est pas actif. La banque a traité quelques produits aux États-Unis. Mais si tu veux, c'est un marché qui reste très fragmenté et sur lequel, moi, j'ai le sentiment, là, pour le coup, c'est une ligne très, très perso, que, en fait, on a augmenté notre compétence financière pour arriver à des systèmes qui, justement, sont régulés, assez transparent et justement offre une certaine forme d'homogénéité. Et là, du coup, je le vois un peu comme une régression et un quasi-retour au troc. C'est-à-dire que bientôt, je vais te faire ma propre crypto pour que tu me payes moi, quoi. Chacun fait sa crypto. Et donc, pourtant, c'est marrant ce que tu dis. À la fin de la fin, on se paye avec des petits bouts de bois. Ouais, mais moi, je vois ça un petit peu aussi comme... Il y a un côté libre, maîtrise, un peu comme à l'époque, il y avait le Linux, tu vois, le développement. Et en fait, ce que j'entends aussi chez toi, c'est que, bon, c'est pas normé, on est très loin du Salvador, hein, c'est sûr, on prendra jamais ça comme une monnaie nationale, ça j'ai bien compris. Mais il y a peut-être aussi, tu vois, j'entends même derrière un petit peu tes propos qu'il y a un problème culturel, en fait. On n'est pas encore prêt, en fait, c'est ça que tu veux dire. On n'est pas encore prêt. Et puis aussi, si tu veux, je pense que dès lors que ça devient trop important en taille, on n'a pas des États en face qui peuvent accepter d'avoir mis en place des réglementations et d'avoir un monde parallèle dans lequel il n'y en a aucune. Si tu veux, ça mais c'est le but de la crypto, justement. Oui, c'est le but de la crypto, mais ce n'est pas forcément un but qui est très sain, quelque part. Parce que t'affranchir des règles qui ont été faites a priori pour protéger les épargnants et les investisseurs et pour faire en sorte que tout le monde soit à peu près logé à la même enseigne, c'est quand même un facteur de risque très fort. D'un point de vue conceptuel, tu vois, justement, comme tu dis, c'est très juste. C'est-à-dire que c'est une arme anti-système, un petit peu. Ça part du principe que... C'est pour ça que je te parlais du Linux. C'est un truc un peu indé. On ne peut pas avoir confiance dans le système, donc on va avoir confiance dans la chaîne des intermédiaires entre eux et la crypto qui a été montée par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc j'entends par là que tu n'as pas de crypto. J'ai pas de crypto. Même de l'Ether, du Bitcoin. Non, j'ai un tout petit peu de Bitcoin pour faire, juste pour suivre, parce que c'est important. Il y a des produits, si tu veux. Alors moi, en tant que justement asset manager, c'est important de suivre justement l'évolution de ces produits-là. Absolument. Et tu vois, même des trucs dans lesquels j'ai pas envie, je vais pas te citer 50 exemples, mais j'ai toujours eu un petit investissement pour avoir une espèce de veille active, parce que tu es toujours beaucoup plus actif quand on a un peu. Ouais. Donc, mais c'est plus quelque part par conscience professionnelle que par envie et par rapport, si tu veux, à mes actifs, c'est absolument pas significatif. C'est quoi l'actu avant de terminer notre émission par 4 petites questions auxquelles tu ne répondrais que par un seul mot? Oh là, ça va être dur. Ouais, pression. Hein. Surtout pour moi. C'est quoi l'actu en ce moment chez JP Morgan? Bah écoute, notre actu justement, c'est à la fois de parler des thèmes de croissance qui peuvent être encore d'actualité, tu vois. Donc, j'ai vu que tu faisais des webinaires. Je me suis inscrit d'abord. C'est vrai. Ouais, je te félicite. Tu t'es pas endormi, j'espère. Écoute, donc du coup, tu sais très bien de quoi on parle. On parle de gestion alternative, justement, tu vois, pour essayer de trouver des chemins de performance qui soient pas directement liés à la direction des marchés à court terme, parce qu'on n'est pas très à l'aise justement sur cette direction à très court terme. On parle de thèmes de croissance résiliente. Donc, comme la santé, et puis sur la partie un peu plus contrariante, en essayant de se positionner pour l'avenir sans savoir quel va être le tempo, mais en se disant qu'on est sur des prix
qui sont faibles et donc du coup que ça sera à terme plutôt une bonne affaire, on peut penser à la technologie US ou à la Chine. Tu vois, voilà, en gros, les idées qu'on a en tête. Et puis aussi, on met en avant une nouvelle stratégie, plutôt récente. On l'a lancée à la fin de l'année dernière. On a lancé notre premier fonds à impact, donc, qui intervient sur le changement climatique et qui s'appelle de manière très originale Climate Change Solution. Et là, ça fait partie aussi des thèmes de croissance qui ont été assez mal menés depuis le début de l'année. Là, ça fonctionne beaucoup mieux sur les 2 derniers mois parce que je pense qu'il y a un effet psychologique fort de la canicule sur le retour en conscience de la part des investisseurs de se dire « Ah, mais en fait, c'est un thème de croissance, donc on va le vendre parce que c'est pas bon avec la remontée des taux. » Puis en fait, ah oui, il fait très très chaud cet été, donc les énergies renouvelables, c'est pas bête avec la guerre en Ukraine et tout quand même, ce serait pas idiot. Je schématise, mais c'est un peu ce qui s'est passé dernièrement. Je rebondis, tu me fournis une super transition parce que j'ai une étude du cabinet Deloitte, je sais pas si tu connais. Si. En fait, j'ai même fait un stage. Oh waouh. Bon, ok. Je précise que ce n'est pas toi qui m'as amené ces chiffres, non. Mais justement, on n'a pas parlé beaucoup de RSE, mais c'est exactement ça. Il y a une grande... Enfin, moi, j'étais très choquée entre la disproportion entre les attentes des clients, 40% sont en attente, et ce que les CGP proposent. Comment tu expliques ça ? Je pense qu'il y a eu justement un besoin d'adhésion au produit parce que aussi dans les attentes des clients, il faut les comprendre. Hein. L'ESG tel qu'on peut le mettre en œuvre dans nos gestions et par rapport aux étapes de clients, c'est des choses très différentes. Tu vois. Quand tu vas avoir des actions internationales sur lesquelles, encore une fois, sans juger de la qualité, au contraire, ce sont des bons émetteurs de ce point de vue-là, mais acheter un fonds ESG, le client final, il va se retrouver comme première ligne de son portefeuille avec du total, il ne va pas comprendre. Même si c'est pas forcément une mauvaise idée, mais il va falloir justement faire preuve de pédagogie. Et donc du coup, il y a une confusion entre une approche ESG transversale et faire en sorte que les portefeuilles soient plus durables parce qu'on va avoir une évaluation de l'ESG de tous les émetteurs et donc quelque part une approche pas sexy, pas glamour, ennuyeuse, mais efficace dans la vraie vie. Ouais. Mais sauf que l'attente des clients, c'est plutôt des fonds thématiques. Absolument. J'achète de l'eau, j'achète des trucs que je comprends. Et donc, qui va être une approche d'exclusion. Sauf qu'on ne transforme pas le monde en n'intervenant pas sur les secteurs qui sont les plus polluants. Ouais, mais là, moi, j'entends qu'il y a quand même beaucoup de travail de fond en termes de discours. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail de fond en termes de discours, en termes de pédagogie, et justement d'expliquer que l'impact, c'est justement de ne pas faire l'impasse sur tout ce qui pollue le plus, donc le transport, la construction, l'énergie. On a toujours besoin d'énergie et on va avoir besoin de plus en plus d'énergie. Donc, le sujet, c'est de savoir comment on répond à cet objectif. Et donc, ce qui va nous intéresser, ce sont des entreprises qui permettent de faire ce chemin, qui permettent de faire cette transition, d'avoir des énergies plus durables, moins polluantes, mais pour quand même remplir les besoins énergétiques. Idem pour la construction. Le but, c'est pas de plus construire, c'est de construire différemment, plus intelligent, de manière moins polluante. Idem, il y a beaucoup d'applications sur l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur qui est également très polluant. En revanche, on va avoir besoin de nourrir de plus en plus de personnes sur Terre. Donc, pas pour ce faire, il va falloir chercher d'autres sources de rendement, améliorer par de la technologie, et ça passe par de la technologie. Il y a des entreprises très intéressantes qui permettent justement des cartographies très précises des terres arables pour voir comment optimiser son utilisation des pesticides, des engrais pour minimiser leur utilisation, maximiser les résultats. Et ça passe également justement par de la technologie, par de l'accompagnement de ce point de vue-là. Donc là, on a très très belles solutions qui sont à mettre en œuvre. Mais encore une fois, c'est pas en les mettant de côté en disant oh là, il y a une empreinte carbone, donc il ne faut pas y toucher. C'est pas comme ça qu'on va régler le sujet. Stéphane Vautron, tu es obligé de passer par cette étape. C'est la dernière. C'est la plus dure. Et puis, t'as vu, je devais la baptiser avec toi. C'est 4 petites questions. Ah oui, il y a une question de plus. 4 petites questions et tu réponds un seul mot. Ok. Challenge. Je vais me concentrer. C'est quoi l'état d'âme de Stéphane Vautron? Positif. Ok. Un mot quand tu te lèves le matin pour aborder ta journée. Soleil. Un mot quand t'es total découragé par le contexte. Humour. Un mot pour définir ta relation avec tes clients. Confiance. Merci Stéphane. Stéphane Vautron, je rappelle que tu es Asset Management chez JP Morgan ou chez JP Morgan. Comme on veut, voilà. Et tu fais des webinaires. Entre autres. C'est quoi le rythme? C'est un par semaine? Non. En propriété, on en fait un tous les mois à peu près. Mais ensuite, j'ai la chance d'être invité à beaucoup d'événements, donc on en fait très régulièrement. On se voit à Patrimonia de toute façon. Avec grand plaisir. Merci Karine. À bientôt. À bientôt.